Bonjour tout le monde, très content de vous accueillir ce matin pour un nouveau webinaire Seed Legals. Je m'appelle Florent Artaud, je suis Country Manager France de Seed Legals. Je suis avocat de formation. Pour me présenter en deux mots, j'ai travaillé en start-up à la Riche qui dit oui quand j'ai commencé après avoir passé le barreau de Paris. Et ensuite, j'ai créé ma propre start-up qui était sur tout ce qui est partage du capital avant de rejoindre Seed Legals en 2020 pour lancer le marché français. Seed Legals, pour vous présenter, peut-être que vous connaissez déjà, mais on ne sait jamais. C'est une startup qui permet de vous aider et qui développe une plateforme vous permettant de gérer et de générer tous les documents juridiques liés aux opérations sur le capital. Donc, on va vous aider à lever vos premiers millions d'euros en termes de levée de fonds, mais on va aussi vous aider à gérer tout ce qui est actionnaire salarié avec la mise en place de plans de partage du capital, type BSPCE, BSA avec des advisors également. Et on vous aide aussi à gérer des contrats du quotidien ainsi que la table de capitalisation, ce qui est très important. On va en parler un peu en filigrane aujourd'hui, mais notre thématique ce matin, c'est de parler sur comment closer et comment réaliser sa levée de fonds avant le break de l'été. Parce qu'on entend souvent, OK, l'été, là, il arrive et il ne se passe rien. En France, les investisseurs vont tous partir en vacances ou en tout cas vont pas investir à ce moment-là. Mais ça veut dire quoi concrètement? Comment essayer de trouver des moyens de pouvoir accélérer justement votre levée de fonds là, qui est en cours? Eh ben, ça va être le sujet de ce matin, dont on va parler ensemble pendant allez, une petite heure. Et on a tout un tas de conseils, de tips à vous donner sur Seed Legals, parce que Seed Legals, c'est quoi aussi en termes de chiffres? C'est 150 salariés à travers le monde, en Angleterre, en France, à Hong Kong, à Singapour, à Dublin. On a plus de 40 000 startups qui utilisent la plateforme, des milliers aussi d'investisseurs qui l'ont utilisée pour investir au travers de Seed Legals, des documents générés. Et en France, on a accompagné plus de 500 startups maintenant depuis notre lancement en France. On a équipé une quinzaine de personnes, que ce soit des avocats, que ce soit des personnes qui sont des ex-entrepreneurs ou autres. Et on est là pour vous aider et notamment vous donner un maximum de contenu sur ces sujets qui sont la levée de fonds, et notamment comment accélérer le processus avant de partir en vacances, peut-être au mois d'août. Voilà un peu l'idée. Vous connaissez aussi le principe sur Zoom et les webinars. On peut se parler, poser toutes vos questions dans le chat. Salut Stéphanie, à toi aussi. Donc là, salut à tout le monde. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, même à vous présenter si vous le souhaitez. C'est toujours plus sympa de rendre un peu interactif ce travail parce que si je parle pendant une heure tout seul face à mon écran, des fois c'est un peu bizarre, mais je compte sur vous pour poser vos questions. En tout cas, l'idée, comme je disais, c'est de vous donner un maximum de conseils utiles, pratiques, concrets, au-delà de parler de théorie dont tout le monde peut se passer hein, à des moments où concrètement vous avez un sujet, c'est celui, vous avez lancé votre projet, maintenant c'est trouver des financements pour pouvoir passer à la vitesse supérieure et ce avant l'été. Donc on s'est dit, ce serait sympa de pouvoir vous donner un maximum de contenu à ce titre. Et ce que je vais faire, c'est partager mon écran parce que on a fait une présentation dédiée pour vous ce matin. Alors, je pense que là, vous allez voir mon écran. C'est parfait. Il me semble que ce soit bon. Donc, encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Vous avez aussi questions-réponses, hein. Donc, que ce soit sur le chat ou la partie questions-réponses ici, n'hésitez pas. Et maintenant, sans plus attendre, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment lever des fonds avant le break de l'été? C'est notre thématique ce matin. C'est parti, on y va. Sommaire. Par quoi on va commencer ensemble? D'abord, je me suis dit que ce serait sympa rétrospectivement de se dire: «OK, c'est quoi le contexte en 2023 pour aller lever des fonds?» Au-delà de se dire avant l'été et aussi qu'est-ce que ça veut dire, avant l'été, on va y venir. Donc on va, se donner un peu de contexte sur ce premier point. Deuxième point, bien sûr, c'est de cadrer et de préparer du mieux possible votre stratégie de levée de fonds. C'est quelque chose qui s'anticipe, c'est quelque chose qui se prépare et on va vous donner un maximum de tips là-dessus, sur ce deuxième point. Ensuite, troisième point, bah, forcément dans cette aussi anticipation, il y a la mécanique juridique. Est-ce que ça va être sous forme de BSAR? On va y revenir ou sous forme d'augmentation de capital? On va peut-être moins rentrer dans le détail parce qu'on a déjà un certain nombre de contenus sur ces aspects entre la différence d'une levée de fonds sous forme de BSR ou sous forme d'augmentation de capital, que ce soit des contenus que vous pouvez retrouver sous forme de webinaires sur notre blog ou sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, on peut vous la partager, je crois. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'équipe qui peut partager ça dans le chat. Mais vous y retrouvez un maximum d'éléments et c'est sur notre site ou chaîne YouTube. Dernier point,
Comment anticiper les échanges avec vos investisseurs? Évidemment, dès lors que vous avez bien préparé et lancé votre roadshow, que vous avez des touches et des discussions avec les investisseurs, il faut s'y préparer et il faut savoir et anticiper quelles sont les principales questions qu'eux peuvent vous poser, comment bien les adresser, comment y répondre, mais également comment pouvoir susciter l'intérêt de ces investisseurs et aussi, avoir des next steps très clairs pour pouvoir se dire: «OK, c'est pas juste une discussion», puis, ils se disent: «OK, très bien, il m'a présenté le projet», mais il n'y a pas une demande claire de sa part, ni des prochaines étapes et un suivi. Ce qui fait qu'en fait, ça a été, bon, peut-être un bon exercice, mais derrière, ça ne donnera pas forcément quelque chose. Il faut avoir soit un oui, soit un non, suite à un échange avec un investisseur, mais on en parlera à cette, heu, étape et à ce quatrième point ensemble. Maintenant, si on commence, quel est le contexte? Donc le contexte de levée de fonds en 2023, je vous donne quelques chiffres, mais avant de vous donner quelques chiffres, j'ai gardé cette image que j'utilisais déjà l'année dernière sur la présentation du contexte et du changement de paradigme entre 2021 et 2022. Vous le savez, en termes de paradigme et de contexte, on est dans un contexte aujourd'hui qui n'a rien à voir avec celui de 2021. Celui de 2021, c'était un contexte très favorable pour les entrepreneurs pour lever des fonds, que ce soit en termes de valorisation, que ce soit en termes de trouver des investisseurs. Donc ça a toujours été difficile, hein, par contre, de lever des fonds. Ça, il faut l'avoir en tête, c'est toujours compliqué. Heu, il faut savoir, jouer de cet exercice, c'est bien se préparer, mais c'est pour ça qu'on va en parler ce matin. Et donc 2021, c'était quand même un contexte favorable côté entrepreneur. 2022, mais également 2023, on a changé ce paradigme et donc d'un contexte qui est plus favorable aux entrepreneurs, on est passé dans un contexte qui est plus favorable aux investisseurs, où effectivement les valorisations, elles sont négociées de manière un peu plus ardue, notamment pour des sociétés early stage, parce qu'après si on regarde sur des prochaines levées de fonds, des sociétés un peu plus matures, on observe aussi que les valorisations sont restées quand même assez hautes. Mais bref, pour lever des fonds, en tout cas aujourd'hui pour vous qui êtes, porteur de projet et qui, va lever des fonds, là, pour votre précide, votre site peut-être. On va y revenir aussi en termes de montant, de dilution et tout ça, on va en parler. Mais le contexte, en tout cas, il est quand même, plutôt, favorable aux investisseurs, ce qui fait que déjà que c'est difficile comme exercice, ça l'est encore un peu plus parce qu'il faut que vous arriviez à démontrer, la pertinence bien sûr de votre projet, mais aussi la consistance d'un point de vue économique. Est-ce que vous générez déjà des revenus? Souvent, c'est des choses qui sont importantes, à démontrer pour dérisquer un minimum, les investisseurs et arriver aussi à les convaincre, mais on va y revenir. Et donc le maître mot qui était en 2021, croissance. Dès lors que vous démontrez la croissance, un marché adressable assez important, et bien sûr une différenciation par rapport à un marché et l'état de l'art, que vous adressez, ça vous donnait quand même pas mal d'arguments pour pouvoir aller lever des fonds et convaincre des investisseurs. Ça, c'était 2021. 2022, 2023, pareil, on est vraiment dans une logique où c'est pas tant la croissance, évidemment, croissance, ça a toujours son importance et c'est très, très important de le démontrer, démontrer cette croissance, du mois au mois, de l'année à l'année, mais il faut aussi montrer, une certaine rentabilité et une recherche de rentabilité à court ou moyen terme. Là où c'était peut-être un peu moins important en 2021, mais en tout cas ça l'est et c'est essentiel aujourd'hui en 2022 et en 2023 pour parler aujourd'hui. Et donc ça aussi sur le contexte, ça c'était un peu sur le contexte, général, mais sur les chiffres, comme vous le voyez aussi, sur la slide, on observe de manière générale, donc sur le premier trimestre 2023, donc environ 90 milliards au global, qui a été levé. Donc ces chiffres, hein, ils viennent de d'Avolta, donc la boutique de M&A, qui fait des rapports assez intéressants, qui donnent des données assez éclairantes justement sur ce contexte, et il y a, comme vous le voyez, donc 50 de baisse par rapport à l'année dernière, donc au Q1 2022 et c'est effectivement le trimestre le pire qu'on ait pu observer depuis le premier trimestre 2020. Si on regarde ensuite pour la French Tech, on observe quoi? On observe ici que pareil, la tendance est relativement similaire, c'est-à-dire qu'il y a une baisse assez significative, par rapport à l'année dernière, au trimestre de l'année dernière. Donc vous l'observez après, le trimestre de l'année dernière était quand même dans la continuité de 2021, qui était quand même avec une tendance, et des records en termes de montant levé et en termes de nombre aussi de levées de fonds. Et donc on est revenu vraiment à, des niveaux qui sont un peu plus, rationnels si on veut, mais en tout cas qui sont moins favorables. Comme on le disait, il y a moins de fonds qui sont investis, c'est une sélectivité plus importante, et on voit aussi que c'est une baisse par rapport à Q4, 2022 de 13 pour l'écosystème French Tech, là où c'est 9 à peu près pour, l'écosystème tech au global. Donc vous voyez, on est dans une tendance où
il y a une baisse en termes de montant levé, en termes de nombre de levées de fonds, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Nous, sur Seed on en voit tous les jours, on accompagne tous les jours des entrepreneurs à lever des fonds. Effectivement, c'est un peu plus compliqué de pouvoir trouver des investisseurs et de les convaincre, d'où l'importance de pouvoir, avoir de bons arguments, savoir comment s'y préparer et on va le voir ensuite sur ces différents points. Donc, comment bien préparer, cadrer votre stratégie de levée de fonds? Parce que c'est une vraie stratégie, hein, c'est vraiment un plan d'attaque qu'il faut que vous arriviez à définir. Après, bien sûr, il faut de la flexibilité et savoir s'adapter en fonction de comment on avance. Mais au moins, les principales questions à se poser, ce sont déjà quels sont les documents et les livrables à avoir. Donc évidemment, c'est un pitch deck, un elevator pitch et donc ça, sur Seedlegals d'ailleurs, vous pouvez, les y mettre. C'est-à-dire qu'on a une fonctionnalité qui s'appelle Pitch qui vous permet justement de télécharger sur votre page Seedlegals votre elevator pitch, problème, solution, l'équipe, que ce soit aussi une vidéo, parce que c'est toujours aussi intéressant d'avoir une petite vidéo qui présente ce que vous faites et mettre en avant votre produit ou que ce soit aussi, vous sur un petit elevator pitch très court, pour, introduire et rendre un peu dynamique aussi une présentation. Donc, cette fonctionnalité-là vous permet d'avoir une page sur laquelle on retrouve ces différents éléments et vous partagez ça à vos investisseurs avec un lien et ça vous aide à traquer et à faciliter votre roadshow sur le partage des éléments. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous aide à faire et donc ces éléments, bien sûr, si on y revient, il y a le business plan. Donc votre business plan, généralement, il est sur 3 ou 5 ans. Ça vous permet de pouvoir effectivement vous projeter sur notamment la rentabilité et la croissance dont on parlait, juste avant et on s'attend à ce que, la croissance soit assez ambitieuse, mais quand même que d'un point de vue financier, il y ait une rentabilité à moyen court terme. Quand bien même souvent quand on est dans un un projet qui est assez jeune, early stage, pré-seed, le business plan à 3 à 5 ans, évidemment, il va être faux à un moment, mais c'est un exercice indispensable et qui permet de donner pas mal de messages assez intéressants pour les investisseurs, quand bien même vous n'allez pas les respecter à la lettre, mais au moins ça donne une tendance et une direction. Le DR ici, c'est quoi? C'est la data room. Sachez que ça, généralement, il n'y a pas un audit approfondi, une due diligence approfondie qui est réalisée pour des levées de fonds en pré-seed seed, compte tenu justement, de l'ancienneté de la société qui est hyper jeune. Il n'y a pas vraiment un historique conséquent, mais au moins, il faut avoir en tête d'avoir tous les documents clean, prêts, à disposition des investisseurs s'ils les demandent et ça, c'est important de le faire, raison pour laquelle nous, sur Seedlegals, vous pouvez générer tous vos documents par rapport à ça et partager aussi via, une fonctionnalité data room. Heu, le deuxième point ici, il est super important parce que vous n'allez pas lever des fonds, de la même façon que ce soit auprès de business angels ou auprès de fonds d'investissement. Déjà, il faut savoir cibler en fonction de quel est le montant que vous voulez aller lever. Heu, forcément, à côté, vous savez plus ou moins la typologie des investisseurs qui vont pouvoir investir. Et donc pareil, il ne faut pas vous fermer ici en fonction du montant levé. Il faut toujours aussi avoir des alternatives. C'est-à-dire, il y a un plan A, c'est de lever 1 million. Mais qu'est-ce qu'il arrive si vous levez finalement pas 1 million, mais que vous sentez en termes de retour sur les échanges avec les investisseurs que ça va être compliqué de lever 1 million et 1 million d'euros, généralement, ça va impliquer un fonds institutionnel, que ce soit un fonds d'investissement, que ce soit un family office, plutôt que uniquement des business angels. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas lever 1 million qu'avec des BA. Ça, c'est aussi possible et on l'a vu. Mais toujours ayez ça en tête. Donc, ciblez vos investisseurs par rapport au montant levé et combien il y aura de dilution anticipée, on va le voir juste après. Et aussi, le temps ne sera pas le même. Ça prend peut-être un peu plus de temps aussi avec des fonds institutionnels entre les différentes discussions que vous pouvez avoir avec, 1 d'abord avec l'analyse, 2 avec, les partenaires et ensuite avec les partenaires meeting pour un deuxième call et vraiment une sélection qui se fait à ce moment-là et après avant, ils vont vous envoyer une lettre d'intention. Donc tout ça, avec les business angels, c'est différent et vous le comprenez. C'est-à-dire que c'est moins du coup cadré que ce que c'est l'est avec un investisseur institutionnel et donc ça peut prendre un peu moins de temps avec des BA, et donc ça, c'est hyper important pour savoir, vous, dans la temporalité, qui est, la vôtre, là, aujourd'hui, on est début juin. Donc si vous dites, «On veut lever des fonds», et que vous commencez à peine à avoir les premiers rendez-vous avec des fonds institutionnels, est-ce que c'est possible, là, d'aller lever avant ce fameux break de l'été? Mais c'est quoi le break de l'été? Le break de l'été, c'est pas fin juin, hein. Personne, justement, part en vacances juillet, août. Ça, c'était quand on était en seconde à l'époque, en tout cas pour moi, où on avait 2 mois de vacances. Mais là, non. Là, le break d'août, il y a un rush et ça, on l'observe sur Seed Legals. Nous, il y a un pic d'investissement qui se fait en juillet, justement pour éviter qu'en août,
on se dise: «OK, on va aller essayer de closer». Parce que là, effectivement, en août, c'est une période qui est très calme. Il y a très peu de closing qui se passe en août. C'est possible, mais c'est quand même très rare et donc si on revient sur des investisseurs institutionnels avec qui vous avez premier meeting là, ici, aujourd'hui, donc mi-juin, mettons, forcément, il y a peu de chances que votre closing puisse se faire avant la fin du mois de juillet. C'est possible, si c'est très accéléré, s'il y a vraiment des très bonnes discussions et que, chacun a envie d'aller, relativement vite pour différentes raisons, mais sinon, il y a de fortes chances pour que ça saute et ça passe plutôt à fin septembre, voire octobre. Donc ça, vous l'ayez en tête. Par contre, avec des business angels, pareil. Si vous dites là, on a certaines touches, il y en a un certain nombre qui sont déjà sécurisés, possible de pouvoir closer, avant l'été, si c'est des montants et peut-être même vous aussi d'avoir la flexibilité dont on parlait. Si vous voulez lever 1 million et finalement, vous vous dites: «Ben, avec les fonds institutionnels, ça risque de prendre un peu plus de temps, mais là, on a un besoin de cash», pourquoi pas vous dire: «OK, on va peut-être lever maintenant là 200 000 300 000 € avec des business angels». Peut-être que ça se fera non pas sous forme d'augmentation de capital, mais sous forme de PSR et on va y revenir et donc là, aucun souci pour pouvoir avancer et ce, avant ce fameux break de l'été. Heu, Ensuite, comment préparer son roadshow? Donc ça, c'était sur cibler les investisseurs et comment avancer en fonction de qui on va cibler. Comment préparer son roadshow? On va en parler là aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à avoir en tête. Donc déjà, comment aller trouver des investisseurs? Souvent, c'est la question qu'on nous pose. OK, super, on a envie, de lever des fonds, donc il faut définir son besoin de financement et ça, c'est quelque chose d'ultra important, que ce soit clair, mais que ce soit est-ce qu'on va aller lever 1 million d'euros avec des investisseurs privés, quitte à faire après un effet de levier avec des banques, des subventions et cetera pour avoir un besoin de financement aux alentours de, je sais pas, 1,3 million, 1,4 million. Est-ce que c'est 1 million d'euros ou est-ce que c'est potentiellement 500 000 €? Ça, il faut le définir et il faut avoir un plan A et un plan B. Il faut toujours justement anticiper. Si ce plan A, en fait, c'est plus compliqué que prévu d'aller chercher ce million, peut-être qu'aller, chercher 500 000 € ce sera plus atteignable et la typologie, encore une fois, pourra changer en fonction de la cible et des investisseurs que vous allez adresser. Mais maintenant que vous avez défini ça et que ça, c'est relativement clair, comment on va aller les trouver? Comment on va aller chercher ces investisseurs? Comment vous allez les trouver? C'est un peu la question de par analogie de se dire: «Comment je vais trouver des clients?» De la même façon, il faut dire, qui est pertinent? C'est qui mon ICP? Donc c'est qui le profil, type, de l'investisseur qui irait bien investir chez moi? Si on est dans une industrie, mettons, je sais pas, dans l'intelligence artificielle, par exemple, activité très tendance, aujourd'hui, mais donc là-dessus, bah, pourquoi pas que ce soit des chercheurs en intelligence artificielle, que ce soit des personnes dans le secteur qui bossent chez Microsoft, qui bossent, je sais pas, chez ChatGPT ou j'en sais rien, mais cibler des personnes qui ont un intérêt, qui ont une connaissance métier et qui ont notamment, des, postes relativement haut placés parce que vous savez qu'ils gagnent, généralement bien leur vie et qu'ils ont, eux, tendance à vouloir potentiellement déjà, un comprendre le business que vous lancez et 2 si vous arrivez à les convaincre, ce seront des personnes qui pourront à la fois vous financer, mais aussi vous aider dans le cadre de votre activité. Donc ils seront à la fois plus réceptifs, mais aussi, qui, pourront vous aider sur des conseils, sur l'ouverture de réseau, en plus d'investir, c'est le fameux smart money. Donc déjà se définir comme ça ses investisseurs et c'est pas tout. Les investisseurs, vous en trouvez un peu partout, ouais et après pareil, c'est en fonction de votre stade de maturité, et combien vous allez lever, mais peu importe, que ce soit dans votre entourage, que ce soit si vous n'avez pas des personnes qui, ont le patrimoine, donc qui permettraient d'investir dans votre réseau proche, peut-être le réseau professionnel, peut-être le réseau d'école et donc ça, c'est comment les identifier, mais même avant de les identifier, c'est aussi de se dire: «Il faut pas, avoir peur» parce que j'en discutais avec, une start-up, il y a quelque temps. En fait, il me disait: «Mais si je contacte toutes ces personnes, là, je me suis fait une liste. Il y en a une cinquantaine que j'ai sélectionnées et qui me paraît vraiment, top, heu, pour mon business, mais j'ai une liste de 300 personnes identifiées, potentiels, investisseurs qu'il faut que j'adresse. Il disait: «Mais est-ce que je dois aller tous les contacter?» Mais si je les contacte, l'écosystème, il est quand même petit. Ça veut dire que s'il y en a certains qui voudront pas investir, en fait, je me grille auprès de tout le monde, quoi. Heu, non.
Non, non, tu te grilles pas auprès de tout le monde. Tu as besoin d'aller lever des fonds et c'est pas parce que justement à cet instant T, tu vas aller solliciter justement, cette personne, cet investisseur, que tout de suite tu seras grillé pour la fin de tes jours. C'est pas le cas. Il faut pas justement se mettre des bâtons dans les roues soi-même, sachant que c'est déjà très compliqué d'aller chercher des investisseurs et d'obtenir ne serait-ce que même un non, donc une réponse de la part de ces investisseurs potentiels. Donc il faut pas avoir peur, il faut y aller. À un moment, il faut se lancer et pour se lancer, effectivement, il faut bien se préparer. Donc, pour être crédible, et justement, vous n'allez pas vous griller auprès de tout l'écosystème, des investisseurs, des business angels notamment. Il y en a beaucoup. Donc là, je parle de business angels. C'est un peu différent pour des fonds d'investissement, mais de toute façon, il va falloir que vous alliez chercher justement ces investisseurs. Donc, comment le faire? Donc déjà, OK, c'est un peu la réflexion de comment aller trouver des clients. C'est-à-dire, OK, on définit c'est quoi leur profil, qui ils sont, comment les trouver. Donc, OK, on sait ne pas, avoir honte d'aller chercher des investisseurs et de se dire: «OK, mais si je vais être grillé». Donc non, ne pas se mettre des bâtons dans les roues et troisième point, les identifier. Nous, on a cette chance, hein, de pouvoir aller sur LinkedIn, et de chercher sur LinkedIn, soit sur Sales Navigator. Comme vous pouvez trouver des clients, encore une fois, vous pouvez aller chercher, si vous faites du B2B en tout cas, heu, des investisseurs de cette façon. C'est pour les identifier, il y a des listes qui tournent aussi, servez-vous de ça. On en a une d'ailleurs, nous, de liste sur Seed Legals quand vous, prenez un abonnement dans notre offre Plus qui regroupe 400 investisseurs qu'on a listés de notre côté. Donc ça, c'est des listes qui peuvent être intéressants, mais c'est pas non plus que ça, c'est pas suffisant. Ça permet d'avoir justement le profil LinkedIn, mais ça s'arrête pas là. Après, c'est quoi? Après, vous pouvez aussi évidemment faire des concours de pitch. Il y a votre incubateur, si vous participez à un incubateur qui a un réseau, jouer des réseaux, réseau professionnel, réseau d'école. Et une fois que vous avez identifié tous ces, investisseurs, il va falloir aller, les chercher. Et c'est vraiment dans une logique un peu, par analogie avec, tout ce qui est, stratégie commerciale, ce qu'on appelle l'outbound. C'est-à-dire, il va falloir vraiment aller les chercher, ces investisseurs. C'est comme si c'était des clients potentiels que vous allez convaincre de, votre produit et d'acheter votre produit, sauf que bon, c'est un peu différent parce qu'ils vont investir dans votre société, le cas échéant. Et donc ces investisseurs-là, il va falloir bien sûr les contacter et donc ça, il faut définir une stratégie, heu, de prise de contact, donc cross-canal. Ça, c'est quoi? C'est-à-dire, sur LinkedIn, par email, téléphone peut-être pas parce que c'est quand même assez intrusif, mais au moins par, LinkedIn et par email. Comment vous arrivez à trouver ça? Vous utilisez des sociétés qui sont spécialisées là-dedans pour enrichir les leads, comme il y a Drop Contact, il y a aussi, Lemlist comme outil pour pouvoir utiliser justement, des outils à votre disposition pour aller les contacter, ces investisseurs, une fois que vous les avez identifiés. Et pour ça, prévoyez minimum 3 à 5 contacts. C'est ce qu'on appelle des séquences, donc des séquences, d'emails, mais mélangées aussi à des LinkedIn et donc c'est toute cette stratégie qu'il faut définir, pour pouvoir aller chercher ces investisseurs et après dans le contenu lui-même, comment aller les trouver et les convaincre, ces investisseurs? Il vous faut un one pager. Donc si vous êtes sur Selegals et que vous avez la page pitch, c'est super, vous pouvez utiliser votre page pitch pour pouvoir, justement présenter la plupart des informations. Mais à minimum, un one pager qui, comprend votre elevator pitch. Ce qui est quoi? Ce qui est en quelques mots, justement, pourquoi vous avez lancé ce projet, quelle est la pertinence de ce projet, quel est le marché peut-être que vous adressez, votre différenciation et tout ça pour essayer d'attirer justement l'intérêt et il faut bien sûr que à la fin de ce message, il y ait un call to action très clair. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de ce message, vous leur dites à ces investisseurs: «OK, prenez un rendez-vous dans mon Calendly, ou, dans mon, agenda», qu'importe lequel, et vous pouvez donc obtenir différents calls, auprès de ces investisseurs et pour ça, c'est pas, rocket science de le faire. Il faut juste bien se préparer et avoir en tête ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire en termes de préparation, en termes d'outillage et après il faut le lancer, et il faut le lancer, le plus vite possible. Si vous envisagez là de closer, avant l'été, ça veut dire quoi? Dites-vous bien que vous avez jusqu'au 31 juillet. Donc ça vous donne 1 mois et demi pour pouvoir le faire et donc ça, il faut le mettre en place là, dès maintenant. Et donc ça veut dire aussi mettre en place son pitch deck et cetera et pour ça, on va en parler tout de suite. Donc déjà sur le pitch deck, je reviens pas vraiment, sur, comment confectionner son pitch deck. D'ailleurs ça, on va lancer tout prochainement un modèle de pitch qui pourra vous aider. On vous tiendra au courant là-dessus. Mais en attendant, voici 5 tips pour peaufiner ce pitch deck. Donc déjà, quand vous allez
le faire, que ce soit votre, support, mais aussi quand vous allez, en parler avec vos investisseurs. Donc il faut raconter une histoire. Au-delà juste d'expliquer de manière un peu neutre, et et sans odeur, si je peux dire, pourquoi vous avez lancé votre projet et quelle est votre solution, bah, en fait, de les imager, de projeter la personne, qui va vous écouter sur c'est quoi l'histoire? D'où ça vient? Que ce soit comment est venue l'idée ou que ce soit, ben, en fait, quel est le problème que vous adressez au travers d'un exemple concret, auprès d'un utilisateur de votre solution ou d'un acheteur, hein, si, c'est des produits que vous vendez et non pas un service. Tout ça, c'est hyper important d'avoir un vrai storytelling, et quelque chose d'assez captivant pour, bah, justement rendre plus, dynamique votre pitch. Ensuite, aussi, bah, vous concentrer sur la solution que vous offrez, pas juste: «OK, on fait ça», et ça rejoint un peu l'histoire sur comment vous le projetez et de mêler ça de manière assez attractive. Bien sûr, utiliser le moins de mots entre guillemets, mais c'est le moins, le mieux. C'est-à-dire le plus concis, le plus clair, le plus pertinent, le plus impactant. Il faut vraiment que ce soit clair là-dessus pour pouvoir, c'est un exercice d'argumentation, hein, de rhétorique, donc non pas sur des emphases et sur des jolis mots ou de la prose, non, c'est sur du concret, du pratique pour que la personne en face comprenne de manière très simple: «OK, comment je vois la problématique? Si je me plaçais moi, l'investisseur là, à la place de l'utilisateur, eh ben, je comprends l'idée et je serais prêt à acheter et en fait, je suis convaincu» et donc c'est ça qui est important et donc là-dessus, il faut vraiment le garder à un niveau assez haut, donc c'est le keep it high level et pas aller dans vraiment un détail. On sait, on a envie d'aller dans le détail. Forcément, on a envie d'expliquer la totalité de ce qu'on fait dans notre projet parce qu'on généralement, on est assez passionné par ce qu'on fait, quand on est entrepreneur et on a vraiment envie d'expliquer, tous les tenants, les aboutissants. Mais ça, c'est le défaut et c'est le biais dans lequel il faut pas tomber. Il faut justement éviter ça pour rester avec une certaine hauteur, mais si après dans les échanges et il y a des questions qui seront posées, que ce soit l'investisseur, mais aussi vous. On va le voir, poser des questions, vous devez poser des questions. Mais bref, c'est à ce moment-là où vous allez rentrer un peu plus dans le détail. Et bien sûr, il faut également mettre en avant votre produit ou votre service ou la plateforme que vous développez, le plus possible pour utiliser, bah, des images et pour, vraiment rendre, heu, votre pitch assez immersif et qu'on voit clairement si vous avez un produit, ben, voilà, boum, hop, il est là. Vous pouvez même l'utiliser ou en tout cas faire une petite démonstration assez simple là-dessus et ça, c'est vraiment super important. Heu, alors ensuite, si on continue, on va enchaîner et donc là, je reviens un petit peu sur ce que je disais sur, bah, le besoin de financement. Maintenant qu'on s'est dit: «OK, comment trouver les investisseurs?» On a en tête un peu comment on va présenter le pitch, mais aussi comment le support de présentation, parce que ce que j'ai dit sur l'échange vaut à la fois à l'oral et aussi à l'écrit sur le support. Et donc, à la fin de votre pitch, souvent, vous y retrouvez quoi? Vous y retrouvez, c'est quoi le call to action? Et donc ce fameux call to action, au-delà de comment trouver les investisseurs, le call to action, c'est: «OK, on veut un rendez-vous» et l'objet, c'est d'avoir un rendez-vous. Une fois que vous avez le rendez-vous, après le call to action à la fin, c'est: «Est-ce que vous êtes prêt à investir chez moi?» Et donc pour ça, ça veut dire quoi? Bah, combien vous allez lever? Il faut définir votre besoin de financement, il faut que ce soit clair. Il faut pas qu'à à la fin, si, OK, vous envisagez de lever, bah, ce soit plus ou moins approximatif sur, combien vous voulez lever. Quand bien même vous pouvez avoir, vous le souvenez, hein, une flexibilité entre au début je veux lever 1 million, 000 et après vous le changez peut-être pour d'autres calls où c'est 500 000 et ça a évolué et ça peut évoluer comme ça. Donc là, cette slide, c'est quoi? C'est de vous dire, le besoin de financement, il faut toujours vous déconnecter, en tout cas ventiler entre bah, la levée de fonds et donc les fonds en termes de capital, c'est-à-dire toute la partie dilutive, donc ce qui va avoir un impact sur le capital, du non dilutif et là, on se concentre vraiment sur tout ce qui est dilutif ici, quand on va aller chercher des investisseurs privés. Donc là, je ne parle pas justement de même de quasi dilutif ou de non dilutif, on reste vraiment sur cette partie dilutive et donc sur cette partie dilutive, il faut anticiper, les conditions de cette levée de fonds et comment anticiper les conditions de cette levée de fonds? Bah, c'est aussi se dire: «OK, quand bien même le précide site série A, ce sont juste des termes pour information, il y a rien de scientifique là-dedans». Ça permet juste d'avoir une référence pour se dire: «OK, si on fait un précide, on sait que la société, elle est plutôt à un niveau de concept, elle est pas encore à un niveau de traction, où elle a un product market fit qui a été établi et cetera». Donc, on est vraiment
au début, à la genèse un petit peu, mais on commence à avoir peut-être un peu de clients, de premiers bêta-testeurs ou même des clients qui payent, hein, mais on en est au début. Le seed, à l'inverse, c'est on a commencé à démontrer un petit peu de traction, on commence à avoir un peu des touches, et donc la traction, on l'explique avec des chiffres, hein, évidemment, que ce soit des revenus, que ce soit du nombre d'utilisateurs qui sont inscrits, etc. Et quand on parle de série A, bah là, on est dans une logique d'accélération. On reste toujours sur l'early stage. Donc, j'ai gardé uniquement ces précis sites série A en termes de référence. Et donc, si on a déjà levé de fonds, on se dit, ah, mais peut-être c'est un seed, etc. Expliquez-le de manière cohérente par rapport à votre histoire et comment ça s'est passé. Donc, si vous avez déjà levé des fonds avec du Friends and Family et que, entre guillemets, vous avez déjà levé 50 000 euros et que vous voulez lever, je sais pas, 300 000 euros, euh, bah, en fait, vous pouvez dire, c'était vraiment un petit tour comme on dit en France, de love money au début. Et là, on fait un pré-seed de 300 000 euros. C'est pas parce qu'on a levé une fois un peu que tout de suite, on est obligé de l'appeler seed. Et quelque part, on s'en fiche un peu de ça. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, en dessous, comme vous le voyez, c'est des montants qui évoluent. Donc, la même façon que ces référentiels précis de site série A, ça veut dire quoi? Ça permet de se dire en fonction de la maturité. Et souvent, bah, il est accolé un montant de levée. Donc, c'est des moyennes, évidemment. Il n'y a rien de scientifique, encore une fois, là-dessus, mais il y a des données quand même de terrain. Et nous, avec le nombre de startups qu'on accompagne, on a des données hein, sur Silegal qui permettent d'avoir des tendances. Et donc, ces 50 000 à 250 000 euros pour du pré-seed, c'est ce qu'on peut observer sur la plateforme. Pareil, 500 à 2 millions d'euros, donc 500 000 euros à 2 millions d'euros pour du seed, et plus 3 millions à 8 millions, même voire un peu plus en série A. C'est ce qui s'observe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi aussi en termes bah, de part de capital qu'on donne? Parce que comme on se l'est dit, c'est toute la partie dilutive là dont on parle. C'est-à-dire, en contrepartie de l'investissement, on va donner des parts du capital. Et donc là-dessus, bah, ce qu'on voit, c'est généralement le pré-seed, bon, 5%, c'est vraiment la partie love money au tout début, et c'est assez rare, mais on est plutôt effectivement entre 10-15% à ce moment-là. Ensuite, sur du seed, ouais, on est aux alentours de 10 à 20%. Quand on est en série A, c'est 20-25% généralement de ce qu'on observe en termes de dilution. Et tout ça, forcément, c'est important parce que ça a forcément un impact sur la valorisation. Et même pour vous, même si effectivement ce seront des discussions avec vos investisseurs, et généralement on peut dire bah, ce sont les investisseurs qui fixent la valorisation, pas forcément, c'est une discussion, euh, et donc au moins vous ayez des ordres de grandeur. Parce que si vous vous dites, nous on est un projet qui n'a pas encore de revenus, qui est là à une phase de concept, voire un peu d'idéation, et qui a donc pas encore d'utilisateurs, mais donc ça n'a pas été lancé commercialement, et on veut lever 3 millions d'euros avec une dilution de 10%, bah, vous savez que vous êtes à côté de la plaque, en fait. Vous savez que là, typiquement, si vous anticipez pas ça et que vous allez chercher des investisseurs et que même tout ce que vous avez prévu en amont est bien, mais que vous arrivez à avoir des calls avec des investisseurs et que vous leur présentez ce besoin-là, je veux lever 3 millions d'euros à ce stade, ils vont vous regarder et là, bah, vous allez être décrédibilisé complètement. C'est-à-dire que vous êtes à côté de la plaque. Et si vous avez des investisseurs qui ne sont peut-être pas trop connaisseurs de ça, même eux, peut-être il y a un moment, s'ils se questionnent, etc., ce ne sera pas pertinent. Et même pour vous, si à ce moment-là, vous arrivez à lever des fonds, demain, si vous voulez lever des fonds avec des fonds institutionnels, bah, vous êtes mis dans une situation très défavorable parce que ce sera compliqué de pouvoir bah, enchaîner sur une levée de fonds aussi importante en termes de valo. Donc, hyper important de bien connaître et anticiper ces conditions. Et le dernier point sur cette slide, c'est quoi? C'est la mécanique du BSAR ou de l'augmentation de capital. Bah, forcément, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre mécanique. Il y a justement des inconvénients et des avantages dans l'une et l'autre. On va y revenir un petit peu après. Mais donc, dites-vous que ce sont les mécaniques utilisées pour du pré-seed, du seed, pour des mêmes tours de seed et série A, donc plus structurants. On est vraiment tout le temps, quasiment tout le temps en augmentation de capital, c'est-à-dire equity round. C'est au moment où on fixe la valorisation. Et donc, beaucoup moins en BSAR, qui peut servir effectivement pour des levées de fonds plus jeunes, avec des business angels en vue d'un prochain tour de financement, et c'est surtout comme ça qu'on distingue un peu ces mécaniques. Et donc, anticipez bien ces différents éléments. Donc, quid de la valorisation? C'est quoi la valorisation? Ben, si vous envisagez de lever, mettons, 250 000 euros, ou mettons 500 000 euros pour simplifier. Et comme on se l'est dit là, donc c'est, mettons, un seed, un tour de seed, et que vous allez donner en contrepartie 20% du capital.
Et ben, si vous avez déjà 500 000 euros contre 20% du capital, bah, vous avez la valorisation. Donc ça, je le dis, je le répète à chaque fois au cours de mes webinaires, mais c'est des éléments qui permettent de valoriser la société. C'est la méthode la plus simple de valorisation qui est utilisée pour les sociétés early stage, pour les startups, parce qu'il n'y a pas vraiment encore de chiffres, de quantitatifs qui permettent d'arrêter une valorisation un peu plus rationnelle. Et donc là-dessus, c'est quoi? Bah, c'est quoi la valo si on lève 20%, si on lève 500 000 euros contre 20% du capital? Bah, c'est simple. C'est 2 millions d'euros pré-monnaie. Parce que si 20%, c'est 500 000 euros, ben 100% du capital, c'est 20% fois 5. Donc 5 fois 500 000 euros, 5 fois 5, 25, 2 500 000 euros. Ça, c'est le post-monnaie. Post-monnaie, c'est quoi? C'est la valorisation pré-monnaie plus le montant investi. Le montant investi, c'est 500 000 euros. Si on enlève, du coup, les 500 000 euros pour avoir la valorisation pré-monnaie, on est à 2 millions. Et c'est la valorisation qu'on retient. C'est la valorisation pré-monnaie. Donc, c'est la valorisation avant qu'il y ait les 500 000 euros qui ont été investis. En l'occurrence, 500 000 euros contre 20% du capital, on obtient combien? On obtient 2 millions d'euros de valorisation pré-monnaie et 2,5 millions de valorisation post-monnaie. Et donc, ça marche de la même façon aussi pour les différents temps, que ce soit le concept, le prototype, le lancement, l'attraction. Donc, c'est là où il faut l'avoir en tête. Et aussi ce capital, justement, qui est donné et la dilution. Donc là, ça répète un peu ce qu'on a vu, mais ce que je voulais montrer ici aussi avec cette slide, c'est que souvent, donc c'est oui, 10 à 20% du capital pour les tours de précis d'acide, hein, mettons. Et donc, ça sert aussi pour vous d'établir un besoin en termes de trésorerie qui est super important à avoir en tête. Généralement, on disait justement en 2021 plutôt et avant que ça servait à avoir entre 12 et 18 mois de runway. Le runway, c'est quoi? Le runway, en fait, c'est juste la trésorerie qui, en fonction de ce qui rentre avec vous, le chiffre d'affaires et vos dépenses, et aussi ce que vous avez levé, donc ce que vous avez en banque, combien de temps vous allez pouvoir maintenir à flot la société avant de plus rien avoir dans les caisses. Heu et donc généralement, on disait avant entre 12 et 18 mois et aujourd'hui, maintenant, avec ces logiques justement de marché un peu moins favorables pour les entrepreneurs, plus compliqué de pouvoir lever des fonds, bah, on est plutôt de 18 à 24 mois. Donc 6 mois justement de décalage pour vous assurer une sécurité, justement un coussin financier de l'argent que vous avez en banque, plus, rassurant, soit en vue d'atteindre une rentabilité, soit en vue potentiellement de relever des fonds prochainement. Sachant qu'il faut toujours essayer d'éviter d'aller lever des fonds quand on a 3 mois de trésorerie en banque. Ça vous met dans des situations quand même très complexes et là où vous êtes justement pas forcément dans de bonnes conditions pour bien négocier avec les investisseurs et avoir le temps. C'est quand même un luxe qu'il faut anticiper. Si on enchaîne, donc BSAR ou levée de fonds classique, là j'ai choisi de vous donner une petite image et l'image qui est utilisée par notre CEO qui est Anthony Rose, le cofondateur de Seed Legals. C'est quoi? Bah, c'est a funding round is like a bus trip. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde rentre dans le bus pour pouvoir aller à destination ensuite, mais il faut attendre qu'il y ait tout le monde. Et s'il manque une personne, bah, il faut l'attendre. Il faut l'attendre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si vous levez, je sais pas 500 000 euros, si on reprend notre exemple, et que vous avez, 480 000 euros, vous pouvez vous dire: «OK, on part sans lui, sans les 20 000 qui restent et donc on va à destination et on close». Mais si vous tenez vraiment à avoir les 500, bah, il faut le trouver, cette personne. Vous pouvez pas, closer le tour avant que cette dernière personne monte dans le bus. C'est pour ça qu'il utilise cette image là où, en fait, avec le BSR, eh ben, on n'est pas obligé d'attendre que tout le monde monte dans le bus au même moment. On est plus dans une logique de chacun se débrouille, que ce soit, bon, là, avec l'image de Uber où chacun prend son vélo, qu'importe l'image, mais vous avez compris, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre et c'est au fil de l'eau que vous pouvez faire entrer vos investisseurs avec des BSR. Et donc, ça, c'est aussi un des avantages sensiblement différenciants du BSR qui est ben, plutôt que là, notamment si vous avez des questions de financement avant ce fameux break de l'été. Eh ben, vous pouvez vous poser cette question et là, effectivement, cette question va pouvoir se poser. Vous vouliez initialement lever ces fameux 1 million d'euros comme on se le disait dans l'exemple, heu et vous avez discuté avec des fonds d'investissement, donc déjà c'était sympa et vous avez réussi à avoir des rendez-vous. De toute façon, c'est aussi leur métier de sourcer des opportunités d'investissement, ben, avec vos projets, heu, mais vous observez, ben, oui, il va y avoir différents meetings avec des, analystes, ensuite partenaires et cetera. Donc ça va prendre du temps et d'ici fin juillet, compliqué de pouvoir lever peut-être, tant et si vous vous dites: «Mais
En fait, nous, on n'est pas rentable là et il faudrait que OK, on a peut-être 3 mois de trésor, mais nos 3 mois de trésor nous envoient vers octobre, en tirant bien, en étant vraiment très lean sur les coûts. Bah, peut-être ce serait intéressant de faire entrer, des business angels avant, heu et pour au moins peut-être atteindre, je sais pas, augmenter notre runway, donc avoir, je sais pas, 200 000 €, là, d'ici fin juillet avec des business angels, heu et ensuite on ira peut-être chercher, ça nous permettra d'aller chercher d'ici fin, d'année, un tour de financement. Là, ouais, pour le coup, peut-être d'1 million € et ça nous donnera aussi peut-être, en termes de saisonnalité, l'occasion d'être dans un cadre et un moment, disons octobre, novembre, décembre, où aussi en termes d'activité, on a des bons chiffres, donc ce sera aussi un moment intéressant pour montrer les chiffres, de notre activité et donc vous voyez comment vous pouvez anticiper ce genre de choses en lien avec la mécanique de financement et si c'est le cas, vous dites ça, bah, OK, bah, vos business angels là pour les 300 000 € finalement ou 200 000 €, heu, que vous allez faire rentrer avant ce fameux break de l'été, donc du 31 juillet et ben, est-ce que vous les faites rentrer justement avec tout le monde qui rentre dans le bus? Ou est-ce que vous les faites rentrer au fil de l'eau avec, la logique de Agile Fundraising qui est utilisée sous forme de BSR? Et ben, là, pareil, là, on peut vous aider à essayer de structurer, nous, sur C'est légal, hein, c'est notre métier, on le fait tous les jours, sur comment, OK, on se positionne par rapport à ça. Bien sûr, le BSR, l'avantage, c'est de le faire entrer au fil de l'eau, mais il faut savoir définir justement les conditions qu'il y a dans un BSR. Donc, je ne vais pas y revenir en détail là-dessus, il y a toutes les informations, vous les retrouverez sur notre blog ou sur notre chaîne YouTube que vous avez, dans le chat, qui ont été, mis par Stéphanie et je te remercie d'ailleurs. Ou alors, est-ce que vous fixez votre valorisation tout de suite et bah, oui, pour des levées de fonds de 100 000 €, c'est possible de faire une augmentation de capital, il y a pas de souci. On l'a fait là avec plusieurs sociétés, que ce soit 100 000 €, 200 000 € et cetera. Heu, à vous de définir et nous, on est là, justement, la plateforme a vocation à vous aider à accélérer tout ça parce que, ben, on vous permet de générer des documents en quelques clics et nous, notre équipe d'experts, et d'avocats vous aide sur ces différents sujets donc on est là pour ça. Enfin, si on va vous avez vu un peu la slide ici, mais sur les échanges, c'est-à-dire que, heu vous vous êtes dit, si on revient un peu sur, où on en était et sur le déroulé un peu des explications, qui sont: «Bon, maintenant, on a défini notre besoin, on a fait notre pitch deck, on a notre elevator pitch, on a, heu, préparé aussi le montant d'investissement, le besoin de financement, on sait combien on voudrait lever avec des investisseurs privés, quitte à faire un peu d'effet de levier, sous forme de prêt bancaire ou de subvention. On a des partenaires, nous aussi, chez Legal, avec qui on peut vous mettre en relation sur ces aspects. Bon bref, tout ça est relativement clair. On a défini notre, go to market, si on veut, pour aller chercher des investisseurs, donc que ce soit sur LinkedIn, tout est prêt, les séquences et cetera, on a envoyé et maintenant vous avez obtenu justement, il y a plein de rendez-vous, qui vont être pris. Bah, comment anticiper ces rendez-vous et les échanges avec les investisseurs? Donc dites-vous bien, heu et préparez-vous, posez-vous ces questions avec vos cofondateurs, cofondatrices sur OK, faites-vous ces exercices-là sur les principales questions qu'on peut vous poser. Donc, on a un article, sur Seedlegals, justement, qui a été posté donc, sur, Seedlegals de UK, qui est en anglais, mais bon, les questions de toute façon, relativement, que ce soit des investisseurs anglais ou français ou autres, peuvent se recouper. Il n'y a pas vraiment trop de différence, sauf sur peut-être la partie juridique ou fiscale, mais peu importe. Là, on se concentre vraiment sur des exemples qui vous sont posés en termes de questions sur pourquoi. Pourquoi vous avez, lancé ce projet, par exemple? C'est et là, ils vont chercher, à connaître un peu, est-ce que vous êtes passionné par ça? Est-ce que c'est une logique peut-être un peu plus opportuniste? Et essayer de vous comprendre. C'est ça l'idée aussi des questions que peuvent vous poser ces investisseurs, c'est pour vous comprendre vous, heu, principalement et vous tester. Notamment sur la première question, par exemple, comment expliquez-vous votre produit au client? C'est de tester, vous, la manière dont vous arrivez à synthétiser et à avoir un pitch hyper concis, comme vous pourrez l'avoir auprès de partenaires à convaincre, auprès de clients à convaincre et ça, c'est hyper important et ça teste aussi votre capacité de synthèse et de clarté dans la manière dont vous vous exprimez. Autre exemple, quel est selon vous le plus grand défi à relever suite à cette levée? Donc là, ils vont vous tester un peu sur: «OK, tu vas faire quoi un peu de mon argent? C'est quoi sur la direction que tu vas prendre, ensuite?» Pareil pour les hypothèses et questions stratégiques, que tu vas tester, que vous allez tester suite à cette levée de fonds. Heu, la vision aussi, où vous souhaitez, vous trouver d'ici 5 à 7 ans, pour essayer de comprendre, comment vous vous projetez avec ce projet et là où et votre aspiration, aussi pareil, ça pourrait dénoter de pas mal de choses. Le pourquoi vous voulez créer l'entreprise, on en a parlé. Heu,
quelle est votre plus grande faiblesse? Bon, là aussi, si vous dites: «Bah, j'en ai aucune», bon, ils sauront que vous êtes un caractère plutôt prétentieux, mais ils vont peut-être essayer de creuser là-dessus et essayer de savoir même après, si vous en donnez une, OK, pourquoi c'est celle-là? Comment ils pourraient l'adresser, la couvrir et cetera. Bref, c'est de vous connaître, tout simplement. Je vais pas toutes les faire ces questions, c'est uniquement une liste d'exemples, mais ça, c'est sur vous. Ensuite, il y a aussi, bien sûr, évidemment, sur le business. Et sur le business, c'est des questions qui sont sur bah, quels sont les paramètres clés que vous suivez. Les paramètres clés, ce sont les fameux KPIs. Et notamment, dans ces KPIs, c'est quoi? C'est bah, un coût d'acquisition d'un client. Combien ça va coûter si vous voulez chercher des clients, surtout si vous dites que vous avez envie de lever des fonds, mettons les 500 000 euros. Et bien sûr, dans une des slides de votre pitch deck, il y a à quoi vont servir ces fonds. Et si vous mettez dedans, bah, ça va me servir à faire du marketing et des campagnes marketing. Si vous ne savez pas ensuite répondre à la question du coût d'acquisition de votre client, le fameux CAC, bah, compliqué d'être assez pertinent. Il faut anticiper ça. Ce serait quoi si vous faites telle ou telle campagne dans la partie marketing? Et il faut évidemment que ben, ce que va vous rapporter votre client par la suite soit supérieur à ce coût d'acquisition, etc. Enfin bref, il faut vraiment que vous ayez une maîtrise. Et ça, en principe, vous l'avez, mais en tout cas, il faut vous préparer sur ce type de questions, sur ces questions et ces, indicateurs clés de performance que ce sont les KPI. Et pareil sur la concurrence du marché. Est-ce que c'est un marché qui est plutôt, centralisé, éclaté? Qui sont les concurrents? Comment, ça se passe, cette taille du marché, les tendances aussi, que vous observez vous sur le marché que vous adressez? Bien sûr, quel est le persona? Quel est l'ICP, donc, la cible, des clients que vous allez viser, comment vous allez les chercher sur la partie go-to-market, et cetera. Toutes ces questions, vous les avez normalement dans votre pitch deck et vous les adressez, mais c'est des questions auxquelles vous devez être préparé, bien sûr, pour y répondre et comment vous situez vis-à-vis de la concurrence, évidemment. Donc ça, c'était sur anticiper les échanges avec les investisseurs et encore une fois, c'est que quelques exemples, mais qui permettent, je pense, en tout cas j'espère, d'imager la façon dont vous pouvez, ben, échanger avec ces investisseurs, après avoir fait, vous, votre démonstration, l'explication, le pitch, sans, regarder et lire, hein, évidemment votre présentation, mais plutôt vraiment en essayant de captiver l'intérêt en essayant de captiver l'intérêt de votre interlocuteur, de l'investisseur. Mais après, pour encore plus justement le captiver et l'accrocher, votre investisseur, heu, avec toute la logique aussi d'essayer d'obtenir une réponse assez rapide parce que là, on sait que, bah, le mois d'août, c'est assez calme, donc avant justement, l'arrivée de ce break, comment essayer de captiver l'intérêt? On en a parlé, maintenant comment essayer de le suivre après avoir eu ce rendez-vous et cet appel? Heu et surtout, bah, voilà, lui poser des questions pour vous aussi, bah, le tester un peu et savoir où il se situe et donc pour ça, vous devez poser des questions, à l'investisseur. Pareil, donc par exemple, les 5 que j'ai mis ici, quel est le niveau d'intérêt pour l'entreprise? Voilà, question ouverte, vous allez voir, tester un peu sur comment il se positionne là-dessus, si, bah, vous avez dû faire aussi un peu votre travail en amont de recherche, si c'est une personne dans le métier ou pas, donc bref. Au moins, là, vous savez comment il peut se positionner un petit peu en échangeant avec vous. Est-ce qu'il a l'habitude de mettre des tickets? Si oui, quel est le ticket moyen, qu'il a l'habitude d'investir dans des startups? Et là aussi, vous savez, est-ce que c'est un investisseur qui est plutôt un investisseur, «professionnel» entre guillemets, mais qui a l'habitude d'investir dans les startups ou peut-être pas du tout? Et donc forcément, là, en l'occurrence, ben, les échanges, évolueront. Vous savez que vous allez être d'autant plus pédagogique à une personne qui est pas très habituée à investir en startup et cetera. Ensuite, ben, pareil, posez-vous les questions sur comment il envisage les prochaines étapes, sur, comment il peut aider les entreprises, bah, de son portefeuille. Comment il a l'habitude de le faire, s'il a déjà investi, comment il le fait. Comment il pourrait donc aussi, vous aider vous, s'il investit, au-delà de financièrement de mettre un ticket, comment il pourrait vous aider? Ça, ce sont des questions assez, importantes à poser. Heu et pareil, l'un des tips, à avoir avant qu'on en termine, c'est toujours faire un suivi, évidemment. Vous le savez, pareil, c'est comme du commercial, hein. Vous faites toujours un suivi suite à un échange en disant: «Merci pour l'échange, c'était très intéressant, blablabla», et remercier. Mais évidemment, après, essayer d'obtenir, après ce suivi, s'il y a pas de réponse, bah, il faut toujours faire un suivi de 2 à 4 fois, hein, avant d'écarter ce que je mets ici sur la slide, un investisseur qui reste silencieux, dites-vous bien: «Bah oui, peut-être qu'il va pas vous répondre tout de suite et c'est pas grave, faut pas le prendre personnellement non plus» et puis même s'il vous répond jamais,
fine, très bien. Mais c'est là où c'est important aussi de différencier les différents types de non, que ce soit, bah, les investisseurs qui ont dit: «Non, catégoriquement, je suis pas intéressé, non merci, c'était intéressant d'échanger» ou même sans avoir échangé, ils ont dit: «Non». OK, très bien, bah, tant pis, c'est comme ça, hein, et on n'est pas grillé pour autant, c'est comme ça, et il y a pas de mal, c'est le jeu. Ensuite, le deuxième point, c'est ceux qui n'ont pas répondu, ben, eux, il faut, comme, c'est indiqué, les suivre quand même 2 à 4 fois, essayer d'obtenir quand même un positionnement, un non. Bon, on sait que si après 4-5 relances, il y a rien eu, bon, bah, voilà, c'est perdu et tant pis, et on le met dans les non, mais c'est pas un non catégorique. Puis il y a ceux qui sont peut-être, un non, mais ils hésitent un peu ou ils sont pas convaincus sur, certains éléments. Donc à vous de creuser sur pourquoi et ben, garder le contact. Parce que peut-être ces investisseurs qui investissent pas aujourd'hui pourraient demain investir, à l'occasion d'un prochain tour. Et donc c'est important de l'avoir. Donc ça, c'est souvent aussi ce qu'on observe. Je me suis concentré beaucoup, hein, dans la présentation, comme vous l'avez compris, sur tout ce qui est business angels, mais c'est parce que c'est également souvent le cas, d'où l'importance de, heu bien identifier les investisseurs. Quand je dis c'est souvent le cas, c'est souvent le cas, bah, des échanges qu'on a vus ici. C'est souvent le cas aussi des startups qui lèvent en pré-seed et seed, heu et donc raison pour laquelle on a fait ce focus surtout sur comment, avoir ces échanges avec des BA. Heu et le dernier point aussi, c'est ce qu'on appelle, en tout cas de ce que j'ai pu lire, sur, comment justement closer, assez rapidement et aussi avoir un écrit. C'est le Paul Graham, donc le célèbre fondateur de Y Combinator et qui est aussi investisseur maintenant de ChatGPT. Mais le Handshake Deal Protocol, ça c'est quoi? Mais pareil, ce sont un peu des évidences quand on est commercial, c'est-à-dire, bah, obtenir une sorte de d'accord écrit. C'est OK, à l'oral, peut-être il me dit: «OK, bah, je serais peut-être prêt à investir entre, ouais, 10 000 €, un ticket de 10 000 €, ou 20 000 € à voir», OK, très bien. Ben, par écrit, derrière, un exemple là, en demandant ouvertement, «Would you mind writing back to confirm?» To confirm quoi? Ben, c'est de confirmer, s'il serait prêt à investir 50 000 $ là, dans l'exemple, donc euros, qu'importe. Mais c'est important de l'avoir et de le matérialiser comme ça. Parce que là, au moins, il y a un accord, il est écrit, c'était pas juste une parole qui peut être en l'air, et ça donne d'autant plus de force sur le suivi. Et le dernier peut-être tips qui est pas marqué ici, mais qui est tout aussi important, c'est-à-dire que dès lors qu'on a eu ces accords, mais il faut pas tarder, hein. Il faut pas attendre 2 mois d ensuite pour mettre en place le juridique. D'où l'importance de ce que je vous disais sur bien vous préparer et après mettre en musique justement le closing et les documents juridiques qui doivent suivre dans la foulée. Soit quand vous avez tout le monde qui est monté dans le bus plus ou moins, quitte à attendre un peu les derniers retardataires, avec une lettre d'intention que vous pouvez générer sur la plateforme et on vous aide bien sûr à la paramétrer. Ou que ce soit si, par exemple, il y en a un qui, ben, est prêt à investir sous forme de BSR et qui vous confirme, bah, l'avantage du BSR, c'est que vous pouvez shooter la documentation tout de suite et donc l'investissement peut se faire dans la foulée rapidement et sur Seedlegals avec la plateforme, ça prend quelques clics et en 2-2, c'est fait, c'est envoyé, tout est signé et vous avez fait ça et vous pouvez passer donc au prochain investisseur. Voilà un peu l'idée. Donc, c'était vraiment le flow un peu sur les bonnes pratiques et des conseils, je l'espère assez concrets et que vous pouvez mettre en pratique de votre côté assez rapidement si vous envisagez de lever des fonds, d'ici fin juillet. Parce que c'est effectivement ça qu'on appelle le break de l'été et après on reprend sur septembre et même vous, hein, vous avez peut-être pas aussi tout le mois d'août, off. Quand bien même c'est important de prendre quand même quelques jours de congé, même pour vous, en tant qu'entrepreneur. Tout ça pour, dire justement, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas, à, ben, prendre un rendez-vous, nous, avec nos experts, sur Seedlegals pour pouvoir échanger et voir comment on pourrait vous aider sur justement, la clôture, et la préparation peut-être aussi même de votre levée de fonds, en tout cas anticiper tous ces éléments qu'on a vus ce matin. Et maintenant, on peut passer aux questions. Je ne sais pas s'il y en a. En tout cas, merci de m'avoir écouté, là-dessus dans ce long flow et suite d'éléments que je vous ai donnés ce matin. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc il y a Mehdi Allo qui me dit: «Super slide». Bah, je te remercie Mehdi, c'est toujours plaisir. Heu, des questions peut-être sur votre levée? Qui est-ce qui envisage de lever des fonds là prochainement? Est-ce que c'était assez clair? Est-ce que peut-être il y a des éléments que vous souhaitez approfondir sur ces aspects? Si c'est pas le cas, et ben, en tout cas, moi j'étais très content de pouvoir
vous donner ces éléments et j'espère que derrière, ils vous seront utiles pour maximiser les chances de lever des fonds, que ce soit avant le break de l'été, mais bon, pas mal de tips que je donne aussi, c'est valable pour d'autres levées de fonds après le mois d'août et ce break. Je vous souhaite, si vous n'avez pas de questions, donc de passer une super journée. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter directement, soit via Seed Legals, donc le site où vous retrouvez pas mal de contenu, soit aussi en prenant rendez-vous directement avec nos experts. On a la chaîne YouTube, on a tous les éléments, on est là, on est prêt à vous accompagner. Merci beaucoup, passez une bonne journée et à bientôt. Salut!